Quel jour on est déjà? Ok, le 12 septembre, bah oui, 2015. Alors aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous pour maman chez son neurologue, acheter dentifrice, pâtes, riz, ok. Annuler encore le café avec Sophie, je pense qu'elle va me flinguer, ça fait déjà 4 fois. Payer la facture EDF, ok, je m'occupe de tout ça. Allez, en attendant, à la douche. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 8 heures, nous sommes le 12 septembre 2015. Dans votre émission ce matin, nous parlerons d'un phénomène de société qui concerne des millions de Français, ses proches qui accompagnent au quotidien une personne malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie. On les appelle, écoutez bien, les aidants. C'est donc ça fait maintenant 7 ans que je suis un aidant, où chaque matin, je regarde ma to-do list de ce que je dois accomplir dans la journée, où chaque matin, je me promets de ce soir me coucher plus tôt, et chaque matin, je sors ce pilulier du placard. Ce pilulier, c'est pas le mien, non. C'est celui de ma mère, Nadine. Elle a 57 ans, et depuis l'âge de 50 ans, elle a développé les premiers symptômes d'une maladie apparentée à Alzheimer. Et je peux vous dire, c'est extrêmement violent de voir une jeune maman, avec la même odeur de sa peau, de ses cheveux, développer ce type de symptômes. C'est extrêmement violent, et je peux vous dire aussi que jamais j'ai fait quelque chose de grave pour mériter ça, même si je dois vous avouer que oui, c'est moi qui ai coupé les moustaches du chat quand j'étais petit. Alors je ne suis pas le seul aidant. Il y a mon père, Denis, c'est l'amour de sa vie, il est aidant 24 heures sur 24. Et puis il y a aussi mon grand frère, Sébastien, il est extrêmement présent, et d'ailleurs je suis certain qu'au moment où je vous parle, il a déjà dû m'envoyer 3 textos pour savoir si maman a bien dormi et si elle n'est pas agitée ce matin. Alors avant de vous expliquer comment je suis devenu aidant sans le savoir, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Vincent, je viens de la plus belle ville de France, et je ne parle pas de Saclay, je parle du Havre. La plus belle ville de France pour moi, oui, c'est le Havre. J'ai grandi dans un foyer avec énormément d'amour, et surtout autour de moi, beaucoup de dockers, d'ouvriers dockers. Mon père, mon grand-père et tous mes oncles. Et moi, j'avais un seul rêve de gosse, c'était de devenir médecin. Donc un jour, j'ai dit à mon père, papa, quand je serai grand, je serai médecin. Et là, il m'a dit, en fait, Vincent, tu sais que pour être médecin, il faut être fils de médecin. Moi, je suis docker, tu deviendras docker, comme moi, et comme ton grand-père. Alors, je vous le donne en mille, le jour de mes 18 ans, je m'en souviens très très bien, on me dépose sur le quai du port du Havre, devant un énorme porte-conteneurs, et là, on me tend un casque de sécurité, des gants en cuir très épais, un bleu de travail aussi, des chaussures de sécurité, et on m'invite à monter à bord de ce porte-conteneurs. Une fois arrivé à bord, on me tend d'énormes barres de fer. L'objectif est simple, attacher les conteneurs entre eux pour éviter qu'ils ne chavirent en mer. Alors, j'ai fait ça pendant 9 heures. Ma première journée, c'était extrêmement fatigant, et c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Finalement, deuxième journée, deuxième mission, le lendemain, on me propose de descendre au fond d'une cale remplie de charbon. On me donne une pelle, et on me dit la mission est très simple. Tu tapes sur les parois de la cale. L'objectif, faire tomber le charbon en fond de cale pour qu'ensuite le grappin vienne vider ce charbon. Alors, vraiment, moi, j'ai adoré ce métier, hein. C'était un héritage familial, mais au fond de moi, j'avais toujours ce rêve de gosse. C'est là que j'ai décidé de prendre une décision de tout plaquer. Et à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de passer de docker à docteur. La suite est simple, je m'inscris en première année du concours de médecine à Rouen. Hurrah, j'ai le concours, et je me dis, aïe, la route est lancée, la route est toute tracée, je vais enfin devenir médecin. Sauf que j'arrive en troisième année de médecine, j'ai 26 ans, et c'est là que ma mère, âgée de 50 ans, développe les premiers symptômes de la maladie apparentée à Alzheimer. Elle commence à oublier les œufs sur la gazinière, à ne plus mettre de lessive lorsqu'elle lance une machine, et parfois à rester bloquée devant la machine à café. Alors avec mon père et mon frère, au début, on l'aide, si c'est pour allumer la télévision, mettre en route le chauffage. Sauf que la maladie, elle avance, elle progresse, et nous aussi, notre niveau d'aidance, il augmente. Simplement, au début, on préparait ses affaires sur son lit, puis quelques semaines plus tard, il a fallu l'aider à s'habiller. Pour les repas, c'était pareil. Au début, on coupait simplement la viande, et puis ensuite, il a fallu porter la fourchette jusqu'à sa bouche, et la fourchette s'est ensuite transformée en petite cuillère pour l'aider à mieux manger. Tous les trois, mon père, mon frère et moi, on s'est adaptés, on a adapté nos vies. Moi, en tant que médecin, j'ai pu continuer à travailler. Je gérais toute la gestion administrative, les auxiliaires de vie, les infirmières, les kinés.
Mon frère, lui, en plus de son travail de docker, gérait l'intendance de la maison, tondre le jardin, remplir le frigo, payer la facture EDF. Et enfin, mon père, l'aidant principal, aidant 24 heures sur 24, il était là pour changer les draps lorsqu'il y avait eu un petit accident la nuit. Il était là aussi pour redresser ma mère lorsqu'elle avait glissé dans son fauteuil. Donc autant de choses qui lui donnaient terriblement mal au dos. Et donc pendant ces premières années, je n'ai pas arrêté de dire à mon père, « Papa, il faut que tu sois aidé. Il faut une auxiliaire de vie. Ça va te faire du bien. Tu vas pouvoir retourner à la pêche. Tu vas pouvoir reprendre un café avec ton frère, aller au cinéma. » Et il n'a jamais voulu. Et vous savez pourquoi ? À cause de la culpabilité. Un aidant culpabilise toujours. Alors, mettre en avant les bénéfices qu'il pourrait avoir en acceptant une aide extérieure, c'était faire tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ça n'a fait qu'augmenter sa culpabilité. Alors un jour, j'ai compris. J'ai activé un autre levier. Je lui ai dit, « Papa, si toi, demain, tu tombes malade, est-ce que tu as envie que ce soit moi, ton fils, qui te lave les fesses, qui t'habille, qui te change ? Ou pour ta dignité, tu as envie peut-être que ça puisse être une auxiliaire de vie, quelqu'un dont c'est le métier, qui le ferait ?» Et là, j'ai vu dans son regard qu'il avait compris l'importance de faire appel à une aide extérieure. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue dans nos vies une auxiliaire de vie. De son prénom Sandrine, mais en réalité, c'était Mary Poppins. Oui, j'ai rencontré Mary Poppins. Sandrine, elle faisait de la magie. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie, celle de ma mère, et en réalité, elle était l'auxiliaire de nos 4 vies à tous. Ma mère, mon frère, mon père et moi. Et à chaque fois, elle nous a accompagnés pendant de longues années. Parce que je peux vous dire qu'à chaque fois que la maladie, elle avançait un pion, un nouveau symptôme, et nous, on était là et on contrait la maladie. Un aidant, c'est riche de ressources, de créativité. Pour la petite histoire, un jour, ma mère ayant une maladie neurologique, elle avait beaucoup la tête penchée en avant, et elle n'arrivait plus à boire dans un verre d'eau parce que le nez venait en buter contre le verre. C'est là que mon père eut une idée. Il a récupéré le gobelet en plastique de la salle de bain, là où il y avait toutes les brosses à dents. Il a limé la partie supérieure en demi-lune pour qu'enfin, le nez ne vienne plus en buter, que ma mère puisse de nouveau boire. Il était tellement fier de montrer son invention. Je voyais dans ses yeux qu'on puisse un jour lui remettre le prix du concours Lépine. Je lui ai dit, écoute papa, c'est super, mais ça existe déjà sur Amazon et on aurait pu le commander ce soir et l'avoir demain matin. Croyez sa grande déception. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, les aidants ont une énorme créativité, ingéniosité pour passer les symptômes de la maladie. De mon côté, pour tenir, j'ai poussé la porte d'une psychologue, Églantine. Et je peux vous dire que je l'ai poussée plus d'une fois, parce que je suis certain que je lui ai payé l'aile gauche de sa maison. Mais je n'ai aucun regret, je vous assure, parce que vraiment, elle m'a maintenu en vie, elle m'a tenu la tête hors de l'eau. C'était vraiment essentiel d'avoir eu recours à Églantine. À côté de ça, on me dit « mais cours, fais du sport, fais-toi du bien, vas-y, défonce-toi ». Et en réalité, j'ai tenté la course à pied, alors à part me faire transpirer, je peux vous dire que ça ne me faisait pas un bien fou. Alors j'ai beau être médecin, je vous encourage tous à courir, mais moi, ça ne me faisait pas cet effet-là. Donc j'ai découvert, j'ai réalisé surtout que le matin, moi, j'adore chanter sous la douche. Je vous déconseille d'habiter à côté de chez moi, parce que c'est le Stade de France. Alors je me suis dit, prends des cours de chant. Je suis allé voir un prof. Tous les 15 jours, j'allais voir un prof, et il me fallait un répertoire puissant, un répertoire pour que je puisse crier à la fois ma colère, à la fois respirer, parce que la respiration est vitale, et puis en même temps me concentrer sur des paroles, parce que ça me permettait d'oublier un peu. Et j'ai choisi Johnny Hallyday. J'entends vos rires, ne me jugez pas. Et ne me chauffez pas non plus, parce que ça peut partir. À tout moment, allumer le feu peut partir. Il faut savoir qu'en réalité, c'est toutes ces petites aides qu'on a mis en place, qui nous a permis de tenir, mon frère, mon père et moi, pendant 14 ans. Pendant 14 longues années, mon frère, mon père et moi avons accompagné ma mère jusqu'à son dernier souffle. Elle est décédée en avril 2022, à l'âge de 64 ans. Mon père est parti 1 mois après, à l'âge de 67 ans. Il avait utilisé toutes ses ressources, toute son énergie, et voir partir l'amour de sa vie a été terrible. Parce que lorsqu'on est aidant, oui, ça épuise, ça abîme. Après leur disparition, il y a eu en effet ce phénomène du calme après la tempête. J'ai en effet pu voir de nouveau le soleil entrer dans la maison, entendre le bruit des oiseaux, mais en même temps, il y avait un vide abyssal. J'ai continué à voir Églantine quelques mois, et puis un jour, elle m'a dit « Je pense, Vincent, que notre travail est terminé, vous pouvez maintenant reprendre votre chemin et ma porte reste ouverte. » J'ai eu l'impression de me faire larguer par ma psy, je vous le dis. Mais ça m'a fait du bien.
Et puis après, je me suis dit comment je peux aider les aidants. J'ai écrit un livre parce que j'avais envie de partager toutes les petites astuces que j'avais pu mettre en place pour garder la tête hors de l'eau. Parce que j'avais beau être médecin, et j'étais totalement perdu. Et puis j'avais aussi envie de mettre un coup de projecteur sur les aidants, ces héros invisibles qui, au quotidien, aident des millions de personnes. Si j'ai voulu vous partager cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 11 millions de personnes en France qui, au quotidien, aident une personne malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ça peut être vos parents. Les projections font très peur. On estime qu'en 2030, c'est demain, un actif sur 4 sera aidant. D'ailleurs, peut-être que dans cette salle, parmi vous, il y a déjà des aidants. D'autres ne le savent pas encore parce qu'ils considèrent que c'est normal et naturel de faire tout ce qu'ils font pour leurs proches, ou encore d'autres le deviendront. Ce qui est important de retenir, la première étape, c'est de se reconnaître comme aidant. La deuxième étape, c'est d'accepter d'être aidé. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on prend un avion, qu'on monte à bord, alors on n'écoute pas trop ce qui se passe, on prépare les affaires, on s'installe sur le siège, mais normalement, il y a toujours l'hôtesse ou le steward qui prend la parole, qui va donner une consigne de sécurité. En cas de dépressurisation de l'appareil, un masque à oxygène tombera devant votre visage, tirez sur le masque, ajustez-le sur votre visage et respirez normalement, puis aidez un de vos proches si besoin. Lorsqu'on est aidant, c'est pareil. Si vous ne prenez pas soin de vous, que ça se passe mal pour vous, machinalement, ça se passera mal aussi pour la personne que vous aidez. Retenez donc que pour aider les autres, il faut aussi prendre soin de soi. Enfin, j'aimerais vous quitter sur une phrase qui, pour moi, résume toutes les danses. Aider, c'est avant tout aimer.